Donc le thème, c'est le pacte du travail, transmission d'entreprise. Il est donné pour 8 heures. Bon, on va voir. Objectif de la formation, maîtriser le cadre fiscal du pacte du travail, connaître toutes les opérations autorisées ou non, ou interdites aux différentes phases du pacte du travail, et j'ai encore des incertitudes pour certaines opérations. D'ailleurs, à ce sujet-là, voilà ma philosophie. Au plan civil, tout ce qui n'est pas interdit est susceptible d'être autorisé. Au plan fiscal, j'ai tendance à dire que tout ce qui n'est pas autorisé est interdit. Voilà, il faut suivre, même si, parce qu'il n'y a pas forcément de logique dans une instruction fiscale. On a les textes des intentions du législateur, ça oui, il faut toujours rechercher l'intention du législateur et non pas de rechercher l'application littérale du texte. Et ensuite, si c'est BOFIP, là, du coup, j'ai même tendance à appliquer strictement le cadre, le texte. Parce que si je sors du texte, je prends là vraiment un risque auprès de l'administration fiscale. Même si ce n'était pas forcément l'intention du législateur, c'est la doctrine fiscale. Donc il faut être vigilant à la doctrine fiscale. Connaître les dispositions à prendre pour sécuriser le pacte. D'ailleurs, moi j'invite à chaque fois, attention au réflexe, ça peut créer des habitudes, et les habitudes, je m'en méfie. Mais l'idée c'est que je fais rentrer, avant la signature d'un pacte du travail, je fais rentrer tout le monde au capital de l'entreprise. Les enfants, petits-enfants, voilà. Tout le monde pour une action ou une part sociale. Afin que tout le monde soit signataire du pacte du travail. On verra que le réputé signataire, les héritiers sont notamment réputés signataires. Moi, le réputé signataire, j'aime pas. On verra pourquoi. Donc, je fais signer tout le monde, tous les enfants. Je cède une action, une part sociale. Alors, je dirais action parce que j'associe toujours à des SAS. Parce que la liberté statutaire avec mes actions de préférence. Donc, connaître les dispositions pour sécuriser le pacte. Notamment, on verra que le point fragile du pacte du travail, c'est la fonction de direction. Pour moi. Voilà. Il faut toujours créer un plan B pour la fonction de direction. Alors c'est vrai que lorsque le président est une personne morale, ça aide. Voilà. Mais on verra que dans certaines situations, on ne va pas forcément créer une holding pour nommer une personne morale présidente, ce qu'autorise la SAS. Et surtout, voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est comment transmettre en gardant les pouvoirs. Voilà, donc ouais. J'associe, pour moi, le pacte du travail est indissociable de la rédaction des statuts afin que le chef d'entreprise conserve tous les pouvoirs. Bon, mais j'aurai peut-être le plaisir de vous voir, j'ai un cours de SAS, il fait 1000 diapositives, donc on fait 2 jours, enfin bon, on va voir le rythme éventuellement. Hein. Voilà, et on n'a jamais fini d'apprendre. Présentation, voilà le plan, présentation, le pacte du travail société, le pacte du travail entreprise individuelle, j'en ai jamais fait des entreprises individuelles. On verra pourquoi d'ailleurs. Parce que chez moi, je vous le dis tout de suite, donc je le connais mal, il est beaucoup plus simple. Et pour moi, ce qui est simple, c'est dangereux. Il y en a plus tard des personnes qui disent l'inverse, plus c'est compliqué, plus c'est dangereux. Non, pourquoi? Parce que moins c'est précis, plus on prend des risques. Pour les entreprises individuelles et la jurisprudence est aussi nombreuse pour les entreprises individuelles que pour le pacte du travail société. Voilà. Et j'ai oublié d'ailleurs ici de préciser, entreprise individuelle 787C, voilà. Contrairement aux sociétés 787B. Et pourquoi les entreprises individuelles, j'en fais pas? Pourquoi? Parce qu'on est souvent dans les plus-values dites professionnelles, BIC, BNC, bénéfices agricoles. Et les BIC, BNC, BA présentent un inconvénient majeur chez moi, c'est que la donation n'efface pas la plus-value. Dès lors que vous cessez votre activité, vous donnez, vous mourrez, eh bien les héritiers doivent payer 2 impôts, et l'impôt sur les plus-values et les droits de mutation à titre gratuit. C'est l'horreur, c'est l'horreur. Donc je ne fais jamais commencer une activité en BIC ou en BNC. Alors, je n'ai pas d'agriculteur, mais voilà. Parce que la donation n'efface pas la plus-value.
C'est l'horreur. Bon. Et on verra les stratégies, exemples de stratégie fiscale du trade. Quelle est la chronologie des opérations? Pourquoi? Parce qu'il faut... Enfin, il faut pas... Non, mais je considère toujours la fiscalité dans son ensemble et dans le temps. Qu'est-ce qui va se passer à la première génération, deuxième génération? Comment obtenir des liquidités? Parce que dans la vie, l'objectif, c'est pas un du trade. Certes, on va voir que l'avantage fiscal est considérable, mais c'est de profiter de la vie. Donc, à un moment donné, il faut peut-être envisager aussi la vente de l'entreprise. Voilà. Donc, ça peut déboucher sur une vente, oui, à un moment donné, après le pacte du trade. Ça, c'est sûr. Donc, on verra les stratégies fiscales dans la chronologie des opérations. Exemple, est-ce que le plus souvent, le texte incite à faire les opérations suivantes? Signer un pacte du trade, donner, et ensuite apporter à une holding du trade. Et on verra tous les inconvénients, tous les problèmes de la holding dite du trade. Chez moi. Voilà. Et on peut aussi faire l'inverse. On peut apporter à une holding, alors on verra pourquoi apporter à une holding, et ensuite donner. Voilà. On apporte en report d'imposition et on donne. Le texte ne le prévoit pas, cette situation. Et bien souvent, les spécialistes, ils plongent dans ce qui est autorisé dans le texte fiscal. Moi, je vous invite à avoir une vue d'ensemble, à prendre le recul nécessaire, à peut-être sans doute maîtriser le dispositif du trade, mais s'en détacher, pour voir l'objectif du client en final. Et on va voir qu'on peut transmettre, on peut donner, il peut s'agir d'une réelle transmission aux enfants repreneurs, certes, mais on va envisager le cas aussi où la transmission, j'ai pas d'enfant repreneur, eh bien je vais faire un du trade quand même. Tous les clients chefs d'entreprise sont concernés par le pacte du trade, même s'ils n'ont pas d'enfants. Soit des enfants à venir, ils auront peut-être, ou soit ils peuvent transmettre à des salariés, par exemple, s'ils n'ont pas d'enfants. Voilà. Donc, le pacte du trade s'applique à tous les chefs d'entreprise, sans exception. Sauf, bien sûr, si la valeur de l'entreprise est de 100 000 €. Mais bon, et encore, pourquoi pas? Enfin, il faut savoir payer les honoraires. Mais tous les chefs d'entreprise sont concernés par le pacte du trade, tous. Et ma pratique, c'est que je fais transmettre, alors je fais signer des pactes du trade à tous les chefs d'entreprise, mais surtout, je fais donner tout de suite. Il y a deux façons de transmettre. Il y a deux façons de transmettre. La première, c'est d'associer tout de suite les enfants à la création d'une société. La deuxième façon de transmettre, il y en a une troisième, mais on n'en parlera pas ici. La deuxième façon de transmettre, c'est le pacte du trade. Et qui est réservé aux chefs d'entreprise, qui dirigent au final une entreprise opérationnelle. Pacte du trade, transmission d'entreprise, donc présentation. C'est ici toujours le plan. L'origine, la philosophie du pacte du trade. Dans mon pacte du trade, je rappelle, je motive toujours mes actes. Finalité de l'acte, finalité du pacte du trade. Vous voyez, je fais même des schémas, je fais des dessins dans mes actes, que je dépose, que je fais enregistrer. Je dessine l'organigramme du groupe familial et je dis voilà quelles sont les intentions. J'adore préciser les intentions. Les intentions. Et on verra que les intentions économiques doivent toujours l'emporter sur les considérations fiscales. Donc toujours dans mes actes, je motive mes opérations. Et bien souvent, j'ai des spécialistes, donc des professionnels qui me disent « Ah, mais c'est de l'abus de droit ». Non, chez moi, non. Et j'informe le client, il me dit « Ben non, c'est pas de l'abus de droit. On est parti vraiment des préoccupations humaines, économiques. » Et si des économies fiscales, on les a, tant pis, c'est pas grave. Et j'arrive même à dire dans mes actes, ah mince, il y a un inconvénient au schéma, c'est l'avantage fiscal qu'il procure. Zut alors. Je suis embêté. Vous voyez? Mais je suis sincère à chaque fois. Et j'appuie sur les motivations économiques. Et je dis que je fais des donations quand les enfants sont mineurs. Bien souvent, on me dit, mais Monsieur Royal, les enfants sont trop petits.
Je dis, mais quand c'est petit, c'est mignon. Donc, parce que, au moins, je suis le seul décideur quand ils sont petits. Et quand ils seront grands, je leur dirai, venez voir les enfants. Voilà. Parce qu'une fois qu'ils sont grands, bah, c'est moins malléable, on va dire ça comme ça. Hein. Et on va voir que je veux faire en sorte que je veux me protéger. Vous savez, mes études, j'ai commencé par les études d'agronomie tropicale. Et à un moment donné, le chef d'entreprise, il me dit, mais entre l'agronomie tropicale et le conseil du chef d'entreprise, c'est quoi le lien? Je dis, c'est pareil. Quand je fais de la gestion de patrimoine du chef d'entreprise, je protège contre les hyènes. Et l'agronomie tropicale, on protège contre les hyènes aussi. Et dès qu'il y a une entreprise, dès qu'il y a de l'argent, il y a des hyènes. Voilà. Donc je protège le chef d'entreprise contre les potentielles hyènes. Donc, synthèse. Alors, voici la synthèse du pacte du travail. Donc, certes, je vais vous faire le cours en 1 minute. Vous faites signer un pacte du travail à votre client et vous lui dites « couchez, pas bouger ». Couchez, pas bouger pendant 6 ans. La règle est simple. C'est tout. Parce que si vous voulez bouger, ben, ça mérite une formation de 8 heures. Mais si vous dites coucher, pas bouger, c'est bon. Vous devez conserver les titres et les donataires conservent les titres 6 ans. On verra qu'il y a des pactes du travail qui s'appliquent au moment de la donation et d'autres au moment du décès. Moi, j'attends jamais le décès. Je dis qu'un pacte du travail, compte tenu de l'avantage fiscal qu'il procure, je fais en bénéficier tous mes clients chefs d'entreprise, sans exception. Maintenant, quelle sera la fiscalité de demain? Et ce n'est pas parce que je signe du travail maintenant, ce qui compte, c'est la transmission à titre gratuit. C'est à ce moment-là que j'ai l'avantage. Je ne l'ai pas avant, ni après. Donc c'est au moment de la transmission. Voilà. Et on verra que dans ma pratique, on a vu, ma première pratique, c'est d'associer tous les enfants au capital de l'entreprise avec un titre avant la signature du pacte du travail pour qu'ils soient eux-mêmes signataires. Mais j'ai d'autres précautions également à prendre et on verra lesquelles. Je ne fais jamais, vous verrez qu'on peut se placer sous l'engagement collectif réputé acquis aussi. Mais j'en ai jamais fait. J'en ai jamais fait, on verra pourquoi j'en ai jamais fait. Je vous le dis tout de suite en partie. Le réputé acquis présente un avantage apparemment important puisqu'il réduit la durée de 6 ans à 4 ans. Certes, donc c'est intéressant, mais attention, il faut qu'un des donataires exerce la fonction de direction pacte du travail. Or, comme moi je fais une transmission quand les enfants sont tout petits, bah, ils n'exercent pas la fonction de direction. Hein. Donc chez moi c'est toujours du 6 ans. Mais si le chef d'entreprise vous dit non, non, je ne peux pas attendre vraiment 6 ans, 4 ans, 4 ans, 4 ans, 4 ans, eh bien il faut que l'un de ces enfants ait une vocation à reprendre l'entreprise. Ça peut être un salarié, mais faire dépendre un pacte du travail sur des étrangers à la famille, attention. Donc on verra aussi qu'une précaution à prendre, c'est de signer plusieurs pactes du travail, sur des mêmes titres, sur des titres différents, en étoile. Voilà, on verra pourquoi. Donc, et l'avantage fiscal est considérable puisque le pacte du travail permet de pratiquer un abattement de 75% de la base taxable de droits de mutation à titre gratuit. Les droits sont calculés sur 25% de la valeur de l'entreprise. On verra les textes de référence. On ne va pas les étudier, les textes de référence. Mais je vous invite parfois, quand même, vous savez, les instructions fiscales, quelquefois, il faut les lire 20 fois, 30 fois avant de les intégrer complètement. Hein. Bon. Et même, vu les enjeux, dès qu'il y a un peu de complications, il faut aller rechercher les textes. Et même, sur certains textes, sur certaines situations, j'ai toujours des interrogations. Les sociétés, conditions générales, l'engagement collectif de conservation ou maintenant on peut parler d'engagement unilatéral de conservation. Je peux signer seul un engagement collectif de conservation. Donc c'est l'engagement unilatéral. Chez moi, j'en ai pas. J'en ai pas puisque je vous ai dit que je fais associer tous les enfants au capital de l'entreprise. Moi, je voudrais que
tout le monde signe. Et d'ailleurs, j'emploierai pas l'engagement unilatéral de conservation, j'emploierai toujours le terme engagement collectif, même s'il n'y en a qu'un. L'engagement collectif réputé acquis ou l'engagement post-mortem, dommage. L'engagement individuel de conservation. L'apport à une... c'est ce qu'il y a de plus complexe, c'est avec les holdings. Voilà. Alors, on verra dans quelle phase du pacte du travail on peut faire apport à une holding. Et on verra que le texte a prévu l'apport à une holding après la transmission. Et chez moi, je ne fais jamais. Pourquoi? Parce que les contraintes de la holding me semblent excessives. Mais faites attention, ce n'est pas parce que je ne fais pas que vous n'allez pas le faire. Mais j'aime pas les contraintes. J'ai pour valeur l'indépendance, la liberté. Et donc, attention, même j'ai des contraintes économiques que je n'aime pas. Donc, et on verra plus largement l'association pacte du travail et holding. Alors, rapidement, pourquoi je crée des holdings? Ah, holding, un joli mot, mais pourquoi faire quand même? Donc, à chaque fois, c'est pas comment créer une holding, mais on le verra comment. Est-ce que je crée ma holding avant le pacte du travail, après ou pendant le pacte du travail? Mais pourquoi créer une holding? Alors, chez moi, les holdings, ça a peu d'applications. Reprendre une entreprise, ça oui. Une holding de reprise, ça c'est sûr. On verra que si je ne crée pas de holding, il va falloir que je verse un dividende au PFU pour rembourser la banque que j'ai contractée personnellement. Alors que si j'ai interposé une holding, le dividende remonte à la holding avec le bénéfice du régime Murphy. Donc ouais, ça oui. Et puis la holding également, donc ça oui, on verra la holding de reprise, notamment la holding de rachat de titres. On verra une technique que j'applique assez fréquemment dans les transmissions d'entreprise, c'est une holding pour reprendre les titres transmis aux enfants non repreneurs. J'y reviendrai. Voilà, et les obligations déclaratives. Alors maintenant, ça c'est allégé, mais attention. Attention, parce que c'est ça le plus dangereux du pacte du travail, c'est les obligations déclaratives. Parce que j'en ai une qui doit être faite après les 6 ans du pacte du travail. Donc, il faut avoir un bon échéancier. Voilà, après les 6 ans, il faut raconter que toutes les conditions étaient remplies et que maintenant on met fin au pacte. Donc, attention aux obligations déclaratives, surtout celle-là, surtout celle qui aura lieu dans 6 ans. Rupture du pacte et les conséquences. Voilà. Si je fais un pacte du travail, je calcule les droits de mutation à titre gratuit sans du travail et ensuite avec du travail. Et je dis à mon client, voilà, si jamais vous faites une rupture du pacte, voici les conséquences fiscales. Vous voyez la différence. Et vous allez voir, on vous prendra comme fil rouge de l'exemple une entreprise qui vaut 6,4 millions. 3 enfants, mariés en régime de communauté. Le chef d'entreprise, le plus souvent, il est content parce qu'il vend l'entreprise. Il dit 6,4 millions quand même, ça représente un peu ce que je vaux, moi, personnellement. Donc il est toujours content de vendre. Mais après, il meurt. Et vous voyez bien que dans ces cas-là, je vends, je meurs, j'ai 2 impôts. J'ai impôt sur la plus-value, IPV, même avec l'abattement renforcé, c'est l'horreur. 85%. Plus les prélèvements sociaux. Puis après, les droits de mutation à titre gratuit sans du travail. Donc on verra comparaison. Je vends, je meurs 6,4 millions, total d'imposition 2,5 millions. Je fais l'inverse. Je donne, je garde. Ouais, je donne, je garde, évidemment. Je donne, je garde, je meurs. Je vends et je jouis de la vie. 95 000 €. Cher client, 2,5 millions ou 95 000 €. Que choisissez-vous? J'ai des clients qui voulaient vendre assez avant 6 ans, et quand ils voyaient les économies qu'ils allaient réaliser avec un du travail, ils disaient, non, je repique pour 6 ans. Parce que l'économie fiscale qui va me procurer le pacte du travail est bien largement supérieure à l'espérance de valorisation que je pourrais avoir en conservant l'entreprise encore 6 ans. Vous voyez les enjeux quand même. Donc bon, s'il repique pour 6 ans, tant pis pour lui. Mais vous voyez bien que, attention aux objectifs dans la vie. Est-ce que c'est travailler ou est-ce que se faire plaisir? Alors quelquefois, c'est peut-être
le travail qui se fait plaisir, mais il faut faire attention quand même. Les entreprises individuelles, donc 787C du Code général des impôts, et on verra des exemples de stratégie fiscale. Alors les schémas à éviter, alors c'est quoi les schémas à éviter? Ce à quoi j'invite, c'est d'organiser la gouvernance. Parce que si on ne vise que la fiscalité, sans voir les pouvoirs, la gouvernance, les pouvoirs, ben, peut-être que l'entreprise va exploser à mon essai. Les hyènes, ils vont se manger entre eux, les jaloux. Oui. Transmettre l'entreprise à un enfant, le LBO familial, très joli nom, hein? Family Buyout. Waouh! Et quand je dis Family Buyout à mon client, ben, je vais le tenter de lui facturer 30 000 € parce qu'il n'a rien compris et donc je facture Family Buyout, vous comprenez? Bon, méfiance. Et on verra que je ne suis pas du tout un adepte du Family Buyout, le LBO familial. Qu'est-ce que c'est que le LBO familial? L'idée est bonne, elle est la suivante. Voilà, j'ai l'entreprise, j'ai 3 enfants. Alors, je vous invite dans vos entretiens clients, toujours, sans exception, à faire l'arbre généalogique. Et ça, il n'y a aucun logiciel en gestion de patrimoine qui l'intègre. Alors c'est pour ça que j'ai aucun logiciel en gestion de patrimoine. S'il n'y a aucun logiciel en gestion de patrimoine qui apporte attention aux personnes, ben je ne veux pas leur accorder mon attention, tiens, du coup. Donc toujours, voilà. Alors, Et puis en plus, c'est un outil de développement commercial redoutable, hein, l'arbre généalogique. Vous voyez toujours vos futurs clients, notamment. Parce que quand ils décèdent, bah, il y a les héritiers. Hein. Et quand ils sont dans des sociétés, bah, c'est votre société, bah, voilà. Et donc, vous voyez, je transmets par exemple à 3 enfants. Je veux transmettre, mais j'ai un enfant repreneur. Voilà le LBO familial. Je transmets l'entreprise à un enfant, à charge pour cet enfant repreneur de verser une soulte à ses frères et sœurs. La soulte. Donc l'entreprise vaut 100. Je donne 100 à l'enfant repreneur, à charge pour cet enfant de verser une soulte de 66, 33 chacun, puisque je vais faire une donation-partage avec soulte, avec 33 chacun. Mais on verra que ça peut emmener l'entreprise dans le mur. On verra pourquoi. Économiquement, je réserve le LBO familial éventuellement quand il y a 2 enfants. Mais quand il y en a 3, ça va coincer. On verra pourquoi. La soulte, l'importance de la soulte à verser peut entraîner l'entreprise dans le mur. Alors, je vous ai mis aussi un exemple après du travail et profession libérale avec un exemple d'expertise sur l'expertise comptable parce que les experts comptables ou les professions libérales, avocats, s'il y a un enfant repreneur, ça peut être intéressant de leur transmettre. Alors, il y a des contraintes pour les professions libérales en termes de détention de capital ou de détention des droits de vote. Mais on peut très bien jouer sur la liberté statutaire, notamment de verser des dividendes inégalitaires pour transmettre à ses enfants notamment. Donc, voilà. Et c'est mon ego qui parle ici, puisque à un moment donné, j'ai été le premier créateur des sociétés, des specs pour experts comptables. On verra ce que c'est éventuellement. Mais si on a le temps sur ce sujet-là. Présentation du dispositif. Origine, philosophie du pacte du travail, synthèse, montant des droits de mutation et des textes de référence. L'origine, la philosophie du travail. Mais avant d'étudier la philosophie, voyons l'avantage fiscal. Voyez les dispositifs accordés pour la transmission, notamment au regard du chef d'entreprise. Donc l'abattement de 75% de la base taxable au DMTG, droit de mutation à titre gratuit, en contrepartie d'une durée de conservation des titres de 6 ans, voire de 4 ans. On a 3 dispositifs pour les entreprises. On a le Dutreil Société, qu'on va voir maintenant, 787B, les entreprises individuelles, 787C, et on a également un dispositif 790A du Code général des impôts, qui est
est réservé pour la transmission d'entreprise à ses salariés. Ils sont deux, d'ailleurs il est cumulable sur certaines conditions avec le pacte du travail. L'origine 2001, alors il y a encore, alors ça démarre, hein. Je dis souvent que il faut 20 ans, il y a du retard à l'allumage, il faut à peu près 20 ans pour qu'un dispositif fiscal soit appréhendé et appliqué et maîtrisé. Voilà la philosophie. C'est l'incitation à la constitution et au maintien à long terme d'un actionnariat stratégique dans l'entreprise et assurer la stabilité de l'actionnariat et la pérennité de l'entreprise. Stabilité de l'actionnariat et pérennité de l'entreprise. Et je rappelle ces deux mots, ces deux objectifs dans mes actes, dans la rédaction de mes pactes du travail. Cet engagement de conservation a pour finalité, souvent je mets dans mes actes ou dans mes pactes ou dans mes statuts, finalité de l'acte. Donc, assurer la stabilité de l'actionnariat et la pérennité de l'entreprise, même si la vocation a été vendue. Je peux ne pas avoir d'enfant repreneur, c'est pas grave, c'est la pérennité de l'entreprise, 6 ans. C'est en contrepartie 6 ans. Voilà, réponse ministérielle, conseil constitutionnel, encore stabilité de l'actionnariat et pérennité de l'entreprise. Voilà. Assurer le caractère familial assurer la pérennité, assurer la pérennité du caractère familial de l'entreprise. Souvent ce que j'écris dans mes actes. Devoir de conseil, responsabilité professionnelle. Attention, ce professionnel qui n'a pas expliqué le pacte du travail à son client, eh bien, sa responsabilité est engagée. Donc, tous les professionnels devraient écrire à tous les clients chefs d'entreprise l'informer sur l'existence du pacte du travail et de ses avantages et de ses contraintes. C'est une action commerciale aussi importante. Voilà. Et vous savez, c'est un pacte familial, un pacte de famille. Et alors, qui est le mieux placé que vous pour faire un pacte de famille? Enfin quoi? Avocats et notaires sont condamnés pour ne pas avoir proposé le bénéfice du dispositif du travail de transmission à leurs clients. Voilà, et encore. Responsabilité professionnelle engagée pour défaut de conseil. Synthèse. La synthèse du pacte du travail. Le pacte du travail s'applique, bien sûr, il faut en finale, ou en direct ou en finale, que l'entreprise opérationnelle, il s'applique aux entreprises opérationnelles et aux holdings animatrices. On verra ce que c'est que les holdings animatrices. Mais au plan fiscal, une holding animatrice est considérée comme une société opérationnelle. Mais attention, il faut vraiment qu'elle soit animatrice. Et dans la plupart des situations des PME, la holding, on me dit qu'elle est animatrice, mais mon œil. Mais l'avantage qu'une holding soit animatrice, c'est justement sur le pacte du travail. Mais je ne vais pas dire, tiens, je vais rendre ma holding animatrice parce que c'est intéressant pour le pacte du travail. Non. Est-ce que c'est une réalité ou pas? Je ne veux pas rendre une holding animatrice uniquement pour bénéficier du pacte du travail. Et je vous explique tout de suite d'ailleurs l'avantage, je vais travailler par répétition. Je sais qu'on est déjà dans les choux au niveau des diapos, mais je vais quand même vous expliquer pourquoi l'avantage d'une holding animatrice. Il est le suivant. J'ai une holding passive ou une holding animatrice qui détient, la holding passive détient 2 filles et la holding animatrice aussi 2 filles. Si j'ai une holding passive et que j'ai 2 sociétés opérationnelles, il faut impérativement que le pacte du travail soit signé ici. C'est la holding passive qui doit signer. Et vous voyez bien que
si la holding passive signe un pacte à impact, la cession d'un seul titre ici va remettre en cause le bénéfice du Dutreil sur cette entreprise-là. Alors que si j'ai une holding animatrice, le pacte peut être signé ici, sur les titres de la holding animatrice. Ce sont les associés de la holding animatrice considérés comme une société opérationnelle qui doit signer le pacte. Et à ce moment-là, si la holding vend un titre ou vend les titres de la société opérationnelle, ça ne remet pas en cause le pacte Dutreil si les liquidités sont réinvesties. Pourquoi? Parce que l'obligation de conservation ne porte pas sur la fille, mais sur les titres de la holding. La holding, elle peut céder des titres. Pas si elle est passive. Voilà pour moi le principal avantage d'une holding animatrice, il est là. Mais est-ce que c'est une réalité ou pas? D'ailleurs, on a quand même deux jurisprudences qui disqualifient le fait qu'une holding qui vient d'être créée puisse revendiquer le caractère d'animatrice. Même si le contribuable avait tout fait pour les conventions de service, les conventions d'animation, tout ça, comme la holding venait d'être créée, on ne pouvait pas apporter la preuve de l'animation, donc elle a été retoquée en passive. Le pacte avait été signé sur la holding passive. Tout le pacte Dutreil a été remis en cause avec la reprise de l'avantage. Donc, méfiance sur le caractère animatrice. Donation-succession, ça s'applique pour les transmissions à titre gratuit, en pleine propriété ou en démembrement de propriété, et en contrepartie d'une durée de conservation, on va bénéficier d'un abattement de la base taxable au droit de mutation de 75%. Les droits sont calculés sur 25% de la valeur de l'entreprise. Voilà un résumé, mais on veut voir que c'est un peu plus compliqué que ça, mais aussi un résumé de présentation du pacte Dutreil. Soit on plonge dans les engagements collectifs et l'engagement individuel de conservation. On signe un pacte. Ou alors, on est dans l'engagement collectif réputé acquis. Il n'y a pas de pacte de signé dans cette deuxième situation. Première situation, tout le monde signe, l'engagement est collectif. Et l'engagement collectif, il est d'au moins 2 ans. On verra d'ailleurs les pièges de la rédaction sur la durée de conservation. Attention. C'est le principal piège de la rédaction d'un pacte Dutreil, c'est la durée de l'engagement collectif de conservation. Et il faut que 3 conditions soient simultanément réunies au cours de l'engagement collectif de conservation. 2 ans, durée 2 ans, première condition. Deuxième condition, l'un des signataires exerce une fonction de direction durant l'engagement collectif et les 3 ans qui suivent la transmission. Troisième condition, il faut que tous les signataires de l'engagement collectif réunissent au moins 17% des droits financiers et 34% des droits de vote. Voilà les 3 conditions de l'engagement collectif. Et ensuite, il y a l'engagement individuel de conservation de 4 ans. 4 ans minimum. Je n'ai pas envie de faire plus. Donc 4 ans minimum. Donc chez moi, il y a 4 ans. On peut donner tout de suite dès la signature du pacte Dutreil. La transmission à titre gratuit doit obligatoirement intervenir durant l'engagement collectif qui est d'au moins 2 ans. On peut attendre. Si j'attends 10 ans, on est toujours dans l'engagement collectif de conservation. Forcément. Or, chez moi, le pacte Dutreil doit être le plus court possible. Et ma pratique, c'est que je signe et aussitôt, je fais donner, sans attendre. Tout de suite. Signature, donation, transmission à titre gratuit. Tout de suite. Pour prendre l'avantage fiscal le plus vite possible, tant qu'il existe.
Voilà. Pour comprendre le pacte du travail est un petit sac de billes. Je prends le sac de billes. Allez, combien de titres voulez-vous mettre sous l'engagement collectif de conservation dans le sac de billes? Ah, moi j'en mets 3, 2, ben voilà. Et une fois que tout le monde a mis ses billes, eh bien on ferme le sac. Et là, on ne peut pas le rouvrir, sauf exception. Mais moi je ne fais pas d'exception. D'ailleurs, on peut le rouvrir, notamment lorsque un nouvel associé, je ne peux plus rajouter moi des billes dans le sac. Je ne peux plus le rouvrir pour remettre des billes dans le sac. Ça, c'est pas possible. Par contre, ne me demandez pas pourquoi. Hein. Par contre, un nouvel entrant peut dire, tiens, moi je souhaite me joindre au pacte du travail, ouvrez le sac, je mets mes billes et on referme. Il ne faut pas faire ça. Vous voyez, on va simplifier le pacte du travail. Il ne faut pas faire ça. Pourquoi? Parce que quand je fais ça, la fonction de direction doit être reconduite pour 2 ans de l'engagement collectif. Donc je retarde. Non. Quand quelqu'un veut se joindre à un pacte préexistant, qu'est-ce que je fais? Je fais signer un nouveau pacte pour garder l'antériorité de l'ancien pacte. Voilà. On fait simple. Et il se peut que, vous voyez, ce week-end, j'ai fait un pacte du travail, j'ai 3 pactes sur une même entreprise. On verra pourquoi. Alors ça devient un peu compliqué, mais c'est du copier-coller. Tout simplement. Parce que on verra qu'un réflexe à avoir, premier réflexe, faire entrer les enfants au capital. 2, attention à la fonction de direction. Voilà. Et on verra qu'il y a encore des réflexes à avoir. Bon. On peut nommer par exemple, on a vu une personne morale, dirigeant, pour consolider la fonction de direction. Et après l'engagement individuel de conservation, on est libre de céder les titres, notamment la vente. C'est la meilleure période. Ou alors, on peut se placer sur l'engagement collectif réputé acquis. L'engagement collectif est réputé acquis si les 3 conditions sont réunies. La fonction de direction, au moins 2 ans, et 17% des droits financiers et 34% des droits de vote. Voilà. Et donc, on ne signe pas de pacte du travail. Je plonge dans l'engagement individuel de conservation. Et là, toujours, coucher, pas bouger. Vous voyez, je reprends le sac de billes, je ferme et coucher, pas bouger. On verra que en fait, il y a 5 durées dans le pacte du travail. On va voir lesquelles. 5 durées. Il y en a qui sont plus dures que d'autres. Mais moi, le principe, le client, je lui dis, tout est interdit. Tout est interdit, sauf exception. On verra les exceptions. Comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Tout est interdit, sauf exception. Alors, j'ai tendance à mettre dans mes pactes du travail les opérations autorisées. Mais je dis tout mouvement de titre est susceptible de remettre en cause l'avantage fiscal. L'engagement collectif de conservation. Au moins un associé. Personne physique ou personne morale. Durée minimum 2 ans d'engagement collectif. Participation directe ou indirecte des signataires avec 2 niveaux d'interposition. Je reviendrai sur ce que ça veut dire, les 2 niveaux d'interposition. Pour les sociétés non cotées, double condition, 17% des droits financiers. Alors le droit financier, c'est essentiellement le droit aux dividendes et le droit aux bonus de liquidation. Et 34% des droits de vote. Et la fonction de direction. L'un des signataires de l'engagement collectif ou de l'engagement individuel de conservation doit exercer une fonction de direction.
pour les sociétés à l'IS, mais ou alors son activité principale pour les activités à l'IR. Mais je me méfie des activités à l'IR parce qu'on est sous le régime des BIC, BNC, BA, bénéfices agricoles. Et la durée de la fonction de direction est de 2 ans durant l'engagement collectif de conservation et les 3 ans qui suivent la transmission, donation, succession. L'engagement individuel de conservation. Pas de seuil de détention exigé. C'est un engagement individuel. Autant si je suis dans l'engagement collectif, si je vends mes titres, je suis susceptible de remettre en cause l'avantage pour tout le monde. Pour moi, c'est sûr, mais pour tout le monde. Alors que l'engagement individuel, si je fais des opérations sur mes titres, je n'engage que moi. Voilà. Et voilà, une fois, le petit sac de billes, une fois que les titres sont transmis, dans l'acte de donation ou de succession. Alors, je ne parlerai pas de la succession. Pourquoi? Parce que j'anticipe toujours les transmissions du trade. Je ne fais jamais de transmission par décès de l'entreprise. C'est trop important. Je préfère transmettre aux enfants tout petits mineurs et leur donner éventuellement le goût de l'entreprise plutôt que de ne jamais les associer à l'entreprise. Et à un moment donné, je vais mourir, il va mourir aussi et je n'aurai pas opéré la transmission. Mais dans l'acte de donation, le donataire s'engage 1. à poursuivre l'engagement collectif de conservation jusqu'à son terme. 2. Dans l'acte de donation, il prend l'engagement individuel de conserver les titres 4 ans. D'ailleurs, c'est une déclaration qu'il va falloir faire auprès de l'administration fiscale. L'engagement de conservation du donataire. Alors, moi, je le mets dans... Alors, je ne fais pas de... Bien sûr, je ne suis pas notaire. Donc, je n'ai pas d'acte notarié. Parce qu'on verra que le pacte du trade peut être un acte notarié ou un acte sous seing privé. On verra les différences entre les deux. Mais là, je prends l'engagement de poursuivre l'engagement collectif jusqu'à son terme, 2 ans, et je m'engage à conserver les titres 4 ans. Il faut impérativement que ça figure dans l'acte de donation, que ce soit un acte sous seing privé ou l'acte notarié. Indispensable. Société à l'IS, la fonction de direction, voilà, ou alors à l'IR, l'activité principale. Fonction de direction, soit par un signataire de l'engagement collectif de conservation, c'est plus souvent le cas chez moi. Pourquoi? Parce que les enfants sont mineurs. Donc, je n'ai pas encore d'enfants repreneurs. Donc, la fonction de direction est toujours effectuée par mon client, chef d'entreprise. Mais attention, pas si l'engagement collectif est réputé acquis. Si l'engagement collectif est réputé acquis, et on vient d'avoir confirmation encore de ce sujet-là, il faut, par une jurisprudence, il faut impérativement que la fonction de direction soit exercée par le bénéficiaire de l'exonération. Et le bénéficiaire de l'exonération, c'est le donataire. Donc, l'engagement collectif réputé acquis, il faut impérativement que la fonction de direction soit exercée par celui qui reçoit les titres, le donataire. Ce n'est pas toujours possible. Et voici les opérations autorisées durant l'engagement individuel de conservation. Alors, tout est interdit, sauf, voilà 3 exceptions durant l'engagement individuel de conservation. Coucher, pas bouger, sauf, celui qui a reçu les titres peut à son tour donner à des descendants. Certaines opérations en capital sont autorisées. Et l'apport à une holding dite du trade. Quand je parlerai de la holding du trade, je ferai clic-clic. Parce qu'elle est pleine de contraintes. On peut donner à nouveau à ses descendants. Alors, un 3e réflexe à avoir pour le pacte du trade. Le premier,
faire rentrer tous les enfants au capital de la société avant la donation pour qu'ils soient signataires et non pas réputés signataires. Deuxième, attention à la fonction de direction. Troisième réflexe, c'est dès qu'il y a des mouvements de titres, dès qu'il y a des donations, qu'est-ce que je fais? Je fais re-signer un pacte du trail par ceux qui ont reçu, par les donataires. Un mouvement de titre, re-signature d'un pacte du trail. Une transmission, re-signature d'un pacte du trail. Pour prendre date. Parce que le donataire pourra à son tour transmettre avec le bénéfice du trail. Parce que s'il transmet à nouveau à ses propres descendants et qu'il n'a pas signé le pacte du trail, on ne pourra pas appliquer le pacte du trail, le bénéfice du pacte du trail. Donc, je donne et tout de suite le donataire re-signe un pacte du trail sur les titres qu'il a reçus. Réflexe. Et comme ça, même s'il vient à décéder, tout de suite c'est transmis éventuellement à ses propres descendants, à ses héritiers, avec le bénéfice du trail. Et présentation générale de l'entreprise individuelle 787C, l'avantage fiscal toujours le même, l'abattement de 75% de la base taxable au droit de mutation à titre gratuit, l'exonération de 75% sur la totalité ou une quote-part indivise de l'ensemble des biens meubles et immeubles affectés à l'exploitation, même si notamment il n'est pas inscrit au registre des investissements et des amortissements, des immobilisations et des amortissements, les entreprises concernées, les entreprises individuelles, les biens nécessaires à l'exercice de la profession, les biens inscrits au bilan mais non affectés à l'exploitation sont exclus du dispositif et le délai de détention, acquisition à titre onéreux, vente, apport, échange, détention par le donateur et le défunt depuis plus de 2 ans, c'est l'équivalent de l'engagement collectif de conservation du dispositif société. Et s'il s'agit d'une création de l'acquisition à titre gratuit, pas de délai de détention exigé, c'est l'équivalent de l'engagement réputé acquis. Et l'engagement de conservation est de 4 ans. L'engagement individuel, donc de l'engagement de société, on retrouve l'effet miroir de 4 ans. Et la poursuite effective de l'exploitation pendant 30 ans. La poursuite effective de l'exploitation pendant 3 ans, pardon. Pas 30 ans, 3 ans. Donc vous voyez bien que si j'ai une entreprise individuelle, il faut véritablement avoir un enfant repreneur. Par contre, si je suis dans du trail société, je n'ai pas l'obligation d'avoir un enfant repreneur pour appliquer un pacte du trail. Vous vous rendez compte de l'avantage? Un chef d'entreprise, 6,4 millions, il veut transmettre, mais en fait il veut vendre derrière, il ne veut pas transmettre à des enfants. Il donne, il fait vendre 95 000 euros au total, alors que si ce n'est pas une société, je donne sans du trail, je fais vendre 2,5 millions. Je veux bien qu'il y ait une sorte d'inégalité, mais c'est pour ça que tous les chefs d'entreprise sont concernés par le pacte du trail. Montant des droits de mutation à titre gratuit. Est-ce que je suis clair jusqu'à présent? Tout le monde, ça va? Pour tout le monde? Oui. Oui, très bien. Oui? Oui, oui. Ouais, vous levez, hein. Vous m'interrompez s'il faut. Toutes les questions sont les bienvenues. Alors, montant des droits de mutation à titre gratuit. Valeur de l'entreprise de nos côtés. Alors, je fais toujours appel à une personne extérieure. Je dis au client, donnez-moi par votre expert les valeurs de votre entreprise. Je n'interviens pas dans l'évaluation, je ne veux pas avoir de conflit d'intérêts de ces choses-là. Parce que le client, il a toujours tendance, quand il donne, à sous-valoriser l'entreprise. Surtout quand il fait des LBO familiales, on verra pourquoi. Moi, j'ai tendance à dire qu'il faut faire l'inverse. Si j'ai une évaluation, bien, j'ai plutôt tendance à prendre la valeur la plus haute, si le client l'accepte évidemment. Pourquoi? Parce que la donation du trail va effacer les plus-values futures. Si je sous-évalue la valeur de l'entreprise, je grandis la plus-value future en cas de vente. Donc, sauf si c'est une entreprise familiale qui va être transmise de génération en génération et j'ai cette certitude-là, d'accord? Donc là, oui, le juste prix. Mais voilà,
quelle est la valeur de l'entreprise non cotée, exemple de calcul de droits de mutation du trail sans du trail, et comment on calcule les droits de mutation à titre gratuit. Valeur de l'entreprise non cotée. On peut avoir intérêt, voilà, avant il faut bien étudier la situation, et on peut avoir intérêt à incorporer les comptes courants d'associés pour augmenter la valeur de l'entreprise afin de bénéficier du pacte du travail. Donc à chaque fois, alors, les valeurs que je regarde dans une entreprise, le réflexe, attention aux mauvais réflexes aussi, hein, c'est les comptes courants d'associés et la trésorerie. On verra que, attention à la trésorerie notamment dite excessive. En principe, si la trésorerie est excessive, hein, le pacte du travail peut ne pas être applicable. Et on verra ce que c'est qu'une trésorerie excessive. Mais je regarde aussi les comptes courants d'associés. Pourquoi? Parce qu'un compte courant d'associé, il n'est pas transmis. Je donne les titres. Et si je donne les titres, l'abattement de 75% n'est applicable que sur les titres. Alors j'ai peut-être intérêt à incorporer les comptes courants au capital pour bénéficier de l'abattement de 75% sur l'ensemble. Valeur de l'entreprise non cotée. Alors toujours deux méthodes. Hein. C'est la première méthode, c'est la valeur par comparaison. Pour les biens immobiliers, c'est pareil. Première méthode, la méthode par comparaison. Mais la méthode par comparaison appliquée à une entreprise, c'est rare que ce soit applicable. Et si on ne peut pas appliquer la méthode par comparaison, à ce moment-là, on reprendra les méthodes financières. Alors les méthodes financières, il y en a plein des méthodes financières, mais moi ce que je demande à tous les coups, c'est la méthode de l'administration fiscale. Même si, je vois bien comment sont les études, hein, mais j'ai tendance à prendre la méthode de l'administration fiscale. Valeur par comparaison, donc jurisprudence constante, la valeur est constituée par le prix de l'offre et de la demande, la valeur de marché, la valeur vénale, portant sur les mêmes titres sur les 24 derniers mois, et qui présente des conditions équivalentes. Or, les entreprises, c'est toujours différent. Et si je ne peux pas appliquer la méthode par comparaison, c'est la valeur financière. Valeur mathématique, donc deux méthodes, et avec un panachage, la valeur mathématique ou le rendement attendu. Et vous avez le guide de la DGFiP qui est disponible sur Internet, qui date de 2006, mais qui fait toujours référence pour l'administration fiscale. Et c'est ce que l'administration fiscale va appliquer. Hein. Donc, ne pas s'éloigner de la valeur de guide d'évaluation des entreprises et des titres de société. Charges conditions. L'indivision et les limites à l'aliénation n'ont aucune incidence sur la valeur vénale réelle du bien. Donc même les clauses d'inaliénabilité, tout ça. Hein. Succession décès du dirigeant, prise en compte des conséquences du décès du chef d'entreprise pour l'évaluation. Vous avez des sociétés qui ne tiennent la valeur, ne tiennent que par les dirigeants, par ses dirigeants, notamment dans les professions libérales. Certaines. Le défunt doit avoir assuré l'exploitation du fonds de commerce de la clientèle ou de l'office, ou avoir été associé en nom d'une société de personnes. Donation, on peut toujours recourir à la procédure de rescrit-valeur, mais 6 mois pour répondre, c'est long. Hein. Là, j'ai des demandes vite avant la clôture de l'exercice, parce que les valeurs, elles sont un petit peu... La crise a été favorable à certaines activités, on va dire ça comme ça, et j'ai des demandes pour vite appliquer, voilà, je suis en plein dedans en ce moment, vite les donations du trail avant la sortie du nouveau bilan. Ils retardent les sorties du bilan pour pouvoir appliquer du trail sur l'ancienne valeur. Exemple de calcul de droit de mutation à titre gratuit, DMTG. Monsieur et madame, 65 ans, 3 enfants donataires, dirigeants d'entreprise, ils sont au taux marginal d'imposition de 45%, forcément, même s'ils vendent l'entreprise, notamment. Ils peuvent éventuellement bénéficier de l'abattement renforcé de 85% pour délai de détention d'au moins 8 ans. La valeur de l'entreprise est de 6,4 millions, le prix d'acquisition est de 400 000. Je donne la pleine propriété sans du trail 1,4 million, avec du trail 95 000 euros. Pas mal.
Et si je fais une donation nue propriété, sans du trail, 637 000 euros, et avec du trail, 61 000 euros. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'écart, il est flagrant lorsqu'il n'y a pas d'application du trail. L'abattement de 75%, avec l'abattement du trail de 75%, la différentielle entre une donation en pleine propriété et une donation en nue propriété est très faible. 30 000 euros ici. 30 000 euros. Alors, moi, j'ai tendance à dire, ne jamais dire jamais, certes, mais ne jamais commencer par un du trail avec du démembrement de propriété. Pourquoi? À cause des pouvoirs. Lorsque je fais une transmission de la nue propriété, les pouvoirs de l'usufruitier doivent être statutairement limités à l'affectation des bénéfices. Et cette perte de pouvoir, c'est une réponse ministérielle, je ne sais pas si elle serait valable en cours d'appel, mais la perte des pouvoirs est irréversible. Mince, vous vous rendez compte? Même après le pacte du trail, allez, la perte des pouvoirs est irréversible avec, si je commence par un démembrement de propriété. Et comme, regardez, le coût, le différentiel de coût est très faible, eh bien, le plus souvent, je commence par une donation pleine propriété du trail. Beaucoup de professionnels s'appuient sur le démembrement de propriété pour organiser les pouvoirs entre usufruitiers et nus propriétaires, et notamment en distinguant les AGO des AGE. Moi non, je ne fais pas ça. Je mets des actions de préférence. Et les pouvoirs reposent sur ces actions de préférence. Vous voyez, je n'utilise pas le démembrement pour régir les pouvoirs entre usufruitiers et nus propriétaires. D'ailleurs, dans une SAS, je n'ai pas d'AGO, je n'ai pas d'AGE. J'ai des AGO et des AGE que si je précise dans les statuts que les décisions sont prises par une assemblée ou par une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire. Mais dans une SAS, non. Dans une société civile, non. Il n'y a pas d'AGO, il n'y a pas d'AGE. Donc je supprime mes AGO et les AGE. J'écris que les décisions sont prises à la majorité des droits de vote. Et comme je détiens une golden share, par exemple, qui me donne 10 000 droits de vote, qui vote? Tout le monde vote chez moi, mais je vote plus que vous, non? Voilà. Donc, les pouvoirs. Donc, mais j'en reviendrai, parce que pour moi, le du trail est indissociable des pouvoirs. Si je ne réalise pas les pouvoirs, je n'ai pas de clients du trail. Si je règle la question des pouvoirs, tous mes clients chefs d'entreprise deviennent du trail. C'est systématique. Donc, bien souvent, je vais faire donner en pleine propriété. Alors, donation de la pleine propriété, toujours cet exemple, donc on a le détail du calcul ici. Ils sont mariés en régime de communauté, chaque parent est réputé donateur, même si l'entreprise, il y a que seul, le plus souvent, monsieur détient 100% de l'entreprise, mais comme ils sont mariés en régime de communauté et qu'il a créé l'entreprise après le mariage, elle est en communauté, chacun est réputé donner pour moitié, 3,2 millions. Sans pacte du trail, la base taxable est de 3,2 millions, avec un pacte du trail grâce à l'abattement de 75%, la base taxable est de 800 000 euros. Par revenant à chaque enfant, 3 enfants, je divise par 3, l'abattement personnel de 100 000 euros, le net taxable, j'obtiens, je calcule les droits de donation de 5, 10, 15, 20 jusqu'à 45%, au-delà d'1,8 million. Et j'obtiens les droits de mutation par enfant, et après je multiplie par le nombre d'enfants et j'obtiens 1,4 million. Si je suis sous l'engagement du trail, j'ai non seulement ma base taxable qui, au lieu d'être de 3,2 millions et de 25%, soit 800 000 euros, j'ai toujours mon abattement et j'ai en plus une réduction des droits lorsque je fais une donation en pleine propriété avant 70 ans. J'ai une réduction des droits de 50%, ce qui fait que 95 000 euros avec un du trail. Ça change tout. Ça change tout. Vous voyez bien que ça change tout. Donc c'est pour ça qu'il faut donner une entreprise.
Donation du travail, comparaison pleine propriété, nue propriété. Donc 95 000 € en pleine propriété et 61 000 € pour la nue propriété. Donc évidemment, alors si l'entreprise vaut plusieurs dizaines de millions d'euros, l'écart est certes plus grand. Donc il faut peut-être faire en partie en pleine propriété, en partie nue propriété. Mais vous voyez bien que comme le différentiel est faible, j'ai plutôt tendance à faire une pleine propriété. Notamment pour éviter la restriction des pouvoirs de l'usufruitier à l'affectation des bénéfices. Et pour d'autres raisons aussi. Alors, je sais que je ne dis rien comme les autres, hein. Donc ce qui est important, c'est ce que vous croyez vous, et ce que votre client aussi est prêt à croire. Mais je commence vraiment rarement par du démembrement de propriété. Donc voici la transmission de la nue propriété est apparemment plus intéressante que celle de la pleine propriété. Oui, sans application d'un pacte du travail, c'est sûr. Le différentiel est tellement fort que bien souvent, il faut là, oui, transmettre la nue propriété. Mais avec un pacte du travail, je me pose la question. Calcule toujours des droits de mutation à titre gratuit. Un donateur moins de 61 ans. 2 enfants donataires, donation pleine propriété selon la taille de l'entreprise, 2,5 millions, la valeur de l'entreprise, 5 millions d'euros, 10 millions, 20 millions. Donc ici, je suis une donation en pleine propriété sans du travail en rouge et avec du travail en vert. Vous voyez que le différentiel est très fort. Pour une entreprise qui vaut 20 millions, les droits de mutation sans du travail sont de 8,4 millions, alors qu'ils ont 10 fois inférieur avec un du travail, 840 000 €. Vous vous rendez compte? Wow. Et si j'applique une donation nue propriété, le différentiel sans du travail est très fort, puisqu'on était à 8 millions pour une entreprise qui vaut 20 millions, 8 millions de droits de mutation à titre gratuit. Ici, avec un donateur de 55 ans, moins de 61 ans, les droits sont moitié moindres, sans du travail, mais avec du travail, le différentiel, il est de 200 000 €. C'est important, certes, mais il faut bien regarder quand même. Et voilà les sommes qu'on peut transmettre tous les 15 ans en exonération de droits de mutation à titre gratuit. Alors, pour moi, c'est une mauvaise affaire que de calculer combien je peux transmettre en exonération de droits. Parce que sinon, le client, il va guider sa vie en fonction de la fiscalité. Vous avez des clients qui disent « Ah, je vais donner 100 000 € tous les 15 ans. » Je dis « Ah, bah oui. Et si l'abattement passe à 10 millions, il faudra qu'ils transmettent 10 millions tous les 15 ans aussi. » Enfin, vous voyez que c'est dommage que les personnes se calquent leur vie sur la fiscalité. Mais voilà, quand même, on peut transmettre sans droit de mutation à titre gratuit s'il y a 3 enfants, 2,4 millions en exonération de droits. Et en nue propriété, 3 enfants, si j'ai 55 ans, 4,8 millions tous les 15 ans en exonération de droits. C'est un cadeau. Je donnais une formation dans le Nord, à Lille, et sur un cabinet de gestion de patrimoine, et je vois une grosse voiture arriver, une très belle voiture, avec une plaque en Belgique. Et je pose la question, je ne sais pas que c'est le patron, hein, et je pose la question, tiens, il fait bon vivre en Belgique? Et elle me dit, ah bah ouais, il n'y a pas d'impôt sur la plus-value. Et quand il est sorti du cours holding, il m'a dit, monsieur Royal, vous m'énervez. Je sais, j'énerve beaucoup, mais c'est pas grave, dites-moi pourquoi. Je suis parti en Belgique parce qu'il n'y avait pas d'impôt sur la plus-value, mais vous dites qu'en France, avec le Dutrail, j'aurais pu transmettre ça à mes enfants mineurs en exonération de droits, c'est ça? Je dis, oui, enfin voilà. Je dis, mais et la donation efface la plus-value. Il me dit, mais moi je suis parti en Belgique, donc j'ai tout faux. Et puis le fait d'être parti en Belgique, ma femme n'a pas voulu me suivre parce que juste sur la frontière, la vie est forcément un peu austère, on va dire ça comme ça, à l'autre côté de la frontière. Et madame, qui était plutôt une extravertie, elle n'a pas voulu prendre la vie de la frontière belge, donc elles ont divorcé. Vous vous rendez compte où ça mène tout ça? Tout ça pour la fiscalité. Alors qu'on a un dispositif ici qui est quand même fantastique pour les chefs d'entreprise. Il n'y a plus de raison de partir à l'étranger. Mais il faut savoir donner et garder, tout simplement.
Voilà. Donc, calcul des droits de mutation. On va calculer les droits pour chaque donataire. Transmission nue propriété, base taxable réduite par le 669 du Code général des impôts. Et ensuite, on applique l'abattement du travail de 75%. Ensuite, l'abattement selon le lien de parenté, l'abattement personnel de 100 000 euros. Le tarif de 5 à 45% en ligne directe descendante. On va appliquer la réduction du travail de 50% pour une donation pleine propriété avant 70 ans. On va faire éventuellement le rappel fiscal des donations faites depuis moins de 15 ans et paiement des droits de mutation à titre gratuit. Transmission de la nue propriété, 669 du Code général des impôts. On réduit la base taxable en fonction de l'âge de l'usufruitier. Et voilà, alors je sais que tout le monde ne partage pas mon point de vue sur les problèmes du démembrement de propriété. Je donne la nue propriété à mes enfants. Souvent, je pose la question au chef d'entreprise et puis il me dit oui, enfin je suis nu propriétaire. Et il lève les yeux au ciel. Et je dis bah oui, ben, il me dit ouais, enfin ils sont en bonne santé. Bah, tant mieux que l'usufruitier soit en bonne santé quand même. Donc vous voyez, je crée des espérances. J'étais marié, un mariage qui s'est mal passé. Et puis à un moment donné, elle revient vers moi en me disant « Mais Henri, tu devrais revenir parce que je suis nu propriétaire de... » Je dis « Ah bon ? Tiens, elle va la faire, tiens. » L'incertitude sur le montant des revenus, surtout quand on a des dividendes versés par une entreprise, à qui revient le dividende ? Et on a vu qu'on a deux jurisprudences qui disent que les sommes prélevées sur les réserves reviennent au nu propriétaire. Attention à l'affectation du résultat, hein, quand même. Ne pas être pressé d'affecter en réserve. Chez moi, j'ai plutôt tendance à retenir en report à nouveau. Et j'explique d'ailleurs dans mes statuts que le report à nouveau est une décision d'affectation et non pas une non-affectation. De telle sorte que l'usufruitier ait droit toujours, éventuellement, bien sûr, à ce report à nouveau. La perte des pouvoirs de gestion, surtout quand j'ai des AGO ou des AGE, hein, bon. Alors, pour les sociétés par action, un texte spécial qui déroge à l'article 1844 du Code civil. Hein. Le 1844 du Code civil, il dit que l'usufruitier, sauf clause contraire, il a le droit d'affecter le bénéfice. Mais si c'est un du travail, les pouvoirs de l'usufruitier doivent être statutairement limités à l'affectation des bénéfices. Et lorsque j'ai des sociétés anonymes, eh bien, c'est le pouvoir de l'usufruitier aux AGO et le nu propriétaire aux AGE, sauf clause contraire. Mais si c'est un du travail, le pouvoir limité à l'affectation des bénéfices. Et on a souligné que cette perte des pouvoirs est irréversible. C'est discutable, mais pour le moment, ça n'a pas été discuté. Les intérêts de l'usufruitier et du nu propriétaire sont opposés. L'usufruitier, regardez, quand je fais une donation du travail, je fais une donation du travail nu propriété à mes enfants. Si je garde l'usufruit, moi ce que je veux, en priori, c'est quand même un dividende. Et si je prends un dividende, alors que l'enfant nu propriétaire, si j'ai un enfant nu propriétaire qui reprend l'entreprise, pour lui c'est capitaliser dans la société pour développer l'entreprise. Vous avez les parents qui prélèvent un usufruit, un dividende, et l'autre qui n'a pas les moyens de développer l'entreprise parce qu'il n'a pas les fonds nécessaires. Vous voyez bien que... Et puis même fiscalement, la donation de la nue propriété, attention, n'efface pas la plus-value relative à l'usufruit. La donation de la nue propriété n'efface que la plus-value relative à la nue propriété. Pour optimiser la fiscalité, il faut que l'usufruitier meure pour effacer la plus-value sur l'usufruit. Mourir pour optimiser la fiscalité, je trouve ça très moyen. Parce que, regardez que si j'ai une opération de structuration en capital, notamment, je veux apporter l'usufruit. Alors, si c'est une holding LIS, je peux éventuellement avoir le report d'imposition, avec tous les inconvénients du report d'imposition, toutes les contraintes du report, j'y reviendrai rapidement. Voilà. Et donc, je peux avoir un impôt sur la plus-value sur l'usufruit. Donc, il faut faire attention. Et en termes d'IFI, le jour où je passe dans un patrimoine privé,
si j'ai donné la nue propriété, ben, je vais me manger l'IFI. Alors que si j'ai transmis la pleine propriété à chacun des enfants, chacun se débrouille avec son IFI. Par exemple. Et enfin, si je fais une donation du travail avant pleine propriété, avant 70 ans, j'ai une réduction des droits de 50% et qui fait que le montant des droits se rapproche de ceux calculés pour une donation nue propriété. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire du démembrement. Bon, moi, je gère le patrimoine comme je suis, en fait. Bon, et chacun d'entre nous a sa façon d'exercer le métier. Tout le monde a raison. Mais, voilà, j'attire simplement votre attention sur le démembrement de propriété. J'enseignais à un moment donné dans une université célèbre qui sont très friands du démembrement de propriété. Ben, ils ne m'ont pas gardé. Voilà, parce que forcément, je ne suis pas un inconditionnel du démembrement. Et les tarifs, donc voilà, de 5 à 45%. Ça fait mal, ça fait très très mal. Donc je prends le bénéfice du travail maintenant. Donation en pleine propriété, une réduction de 50% pour une donation pleine propriété avant 70 ans. Voilà, la réduction de 50% des droits de mutation à titre gratuit en cas de donation mixte, c'est-à-dire à la fois en pleine propriété et en nue propriété. La réduction de 50% des droits s'applique sur les tranches les plus hautes du barème d'imposition, situation favorable aux contribuables. D'ailleurs, j'ai plutôt tendance, quand je regarde la vision globale du patrimoine, bien, à faire les donations non du travail, puisqu'il s'agit de patrimoine privé, en pleine propriété, par exemple sur les tranches les plus basses, ou en nue propriété sur les tranches les plus basses, et réserver l'application du dit-travail sur les tranches les plus hautes. Rappel fiscal ou rapport fiscal, à distinguer du rapport civil des libéralités. Et on verra aussi, je préciserai quelle est ma pratique des donations également. Donc les donations réalisées pendant 15 ans précédentes sont prises en compte pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit, rappel fiscal. Et enfin, paiement des droits de mutation à titre gratuit, principe paiement comptant. Sauf bénéfice du paiement différé et fractionné. Mais vous voyez que dans la plupart des situations, bien, j'ai la trésorerie. Si j'ai la trésorerie, si le client a la trésorerie pour payer, je l'invite à payer les droits. Parce que solliciter le bénéfice du paiement différé et fractionné, ben, il y a une personne qui me plane au-dessus de vos têtes. Voilà. Si vous voulez l'inviter chez vous, pourquoi pas, mais ce n'est pas ma pratique. Il y a le cash, il faut payer. Enfin, j'invite à payer. Le donateur peut prendre en charge les frais. Ce n'est pas considéré comme une libéralité supplémentaire, mais je précise que la prise en charge des droits par le donateur à la place du donataire est un avantage rapportable civilement à la succession, à moins d'écarter le rapport dans l'acte de donation. Mais la prise en charge est une libéralité rapportable. Paiement différé et fractionné par social action si au moins 5% du capital, deux possibilités. Paiement différé de 5 ans avec intérêt annuel ou après paiement fractionné sur 10 ans avec intérêt. Exigibilité immédiate des droits si plus de 1/3 des biens reçus, si cession de plus d'1/3 des biens reçus, sauf en cas de décès, l'apport pur et simple en société, de fusion ou scission. La holding animatrice, mais attention, il ne s'agit pas des mêmes holding animatrices qu'on entend pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit. C'est la holding spécifique pour le paiement différé et fractionné des droits. Il y a d'ailleurs une définition légèrement différente de la holding animatrice du travail. Les holdings animatrices au bénéfice de ces facilités de paiement différées et fractionnées sont celles qui, outre la gestion d'un portefeuille de participation, assurent la gestion de la trésorerie du groupe. Attention à l'objet social, il faut impérativement que ça soit inscrit dans l'objet social. Effectue au profit des sociétés ou groupes des prestations de services correspondant à des fonctions de direction.
et j'ai intérêt que ça figure dans le lobby social également, et se livrent, le cas échéant, à des activités de recherche et de développement au profit du groupe. C'est une définition qu'on ne voit pas pour l'application des droits de mutation à titre gratuit dans l'activité de recherche et de développement. Voilà. Ces holdings sont qualifiés de animatrices au sens du paiement différé et fractionné. Donc, où la holding animatrice peut éventuellement bénéficier de ce régime-là et pas la holding passive. Paiement différé et fractionné et donation partage avec SULT, le bénéfice du paiement fractionné ou différé des droits de mutation à titre gratuit ne peut être accordé qu'au seul attributaire des titres, pas aux autres donataires. Je rappelle que c'est le LBO familial, je donne l'entreprise à un enfant à charge de verser une SULT à ses frères et sœurs. Ceux qui reçoivent la SULT ne peuvent pas bénéficier du paiement différé et fractionné. Celui qui reçoit l'entreprise peut profiter de ce paiement différé et fractionné. Le compte courant d'associé. Le compte courant d'associé ne figure pas sur la liste des biens, jurisprudence récente de janvier de cette année. Le compte courant d'associé ne figure pas sur la liste des biens non liquides et munérés pour bénéficier du paiement différé, et le compte courant est en principe exigible à tout moment, sauf cause contraire. Et donc, voilà. Et on a vu que on peut avoir intérêt à incorporer les comptes courants au capital afin de bénéficier du pacte du trade sur l'ensemble de comptes courants, des donations incorporées. Données gardées, vous voyez, alors bien souvent, le chef d'entreprise ou le conseil est attaché au régime TNS de la SARL. Ouais, mais TNS de la SARL, les économies les plus fortes qu'on peut avoir, c'est la transmission d'un capital de l'entreprise. Si je transmets, parce que je veux conserver mon régime TNS, je ne peux transmettre que 49% du capital. Pourquoi? Parce que sinon je perds le pouvoir aux AGO. Déjà, je perds le pouvoir aux AGE. Alors qu'avec une SAS, je conserve 1% du capital, mais je peux transmettre 99% du capital, mais conserver tous les pouvoirs. Je voyais, la SAS permet de dissocier l'avoir, le capital, le pouvoir et le droit financier, le droit aux dividendes. Donc, je vais transmettre 99% du capital et pouvoir appliquer le pacte du trade sur 99% du capital. Je double l'avantage fiscal du trade. Et quand le chef d'entreprise fait ses calculs SARL, régime TNS avec son régime de retraite qui est incertain, et les bénéfices qu'il tire de pacte du trade, parce qu'il peut l'appliquer sur 99% de la capital, il double l'avantage fiscal, il n'y a pas photo, il passe en SAS. C'est systématique. Voilà. On verra qu'on peut avoir à la fois le régime favorable des TNS et éventuellement le régime favorable de la SAS. Et les textes de référence. Les textes de référence, donc les voici. Alors je vous ai mis pour faciliter les recherches, plutôt que de lire les instructions fiscales. Voilà comment c'est structuré. Donc 10, 20, 40 la générale, puis 10, 20, 30. La 10. La 20. Et le plus complexe, c'est les cas des sociétés interposées. Et la 30, les obligations déclaratives qui ont été fortement allégées. Voici les évolutions des instructions fiscales. Donc, l'instruction fiscale d'avril, très critiquée de 2021, a quand même apporté beaucoup d'améliorations. Le baisse des seuils de détention requis, mais avec... alors, je ne veux pas passer sur le passé, donc je vois l'avenir. Possibilité pour l'associé de société unipersonnelle et à l'associé individuel de souscrire seul l'engagement collectif, l'engagement unilatéral de conservation. Nouvelle définition de l'activité civile prépondérante, ouf.
On verra ce que c'est, parce qu'il y avait une large incertitude, une incohérence. L'exclusion de l'allocation meublée, la transmission à une personne morale non éligible du TRAI, dommage, c'est un dispositif que j'utilisais pour consolider la fonction de direction, une donation à une personne morale, maintien de l'exonération pour les titres conservés par le cédant, maintien de l'exonération en cas d'échange de titres dans le cadre d'une offre publique d'échange, possibilité d'apporter une holding dès la transmission, la holding du TRAI, l'assouplissement des titres détenus par la holding du TRAI, mais pour moi ce n'est pas suffisant, et la suppression de l'obligation de déclaration administrative annuelle. Ça c'est bien. Et ensuite, la dernière instruction fiscale du 21 décembre 2021 enlève la plupart des inconvénients de l'instruction fiscale précédente. Donc l'activité éligible des activités de promotion immobilière et de marchand de biens, ouf. L'associé, pas de nécessité pour les en cause d'être associé avant la conclusion du pacte du TRAI. Je ne partage pas cette opinion compte tenu de la lecture des textes. C'est une condition qui a été enlevée. Voilà. L'associé, les enfants, avant l'instruction précédente, tous les bénéficiaires du pacte du TRAI devaient détenir au moins un titre de la société opérationnelle. Cette condition a été levée dans l'instruction fiscale, mais quand je lis les textes de loi, l'obligation persiste. Donc c'est pour ça, je vous ai dit, la précaution, c'est de faire rentrer tous les enfants pour une action, pour une part sociale ou une action au capital de l'entreprise avant la conclusion d'un pacte du travail. Fonction de direction, pas d'obligation pour le donateur de conserver des titres pour exercer la fonction de direction. Bon. Et le mandat effet posthume possible en cas de décès du dirigeant sous condition. Mais là aussi, alors j'ai plusieurs sites internet. Il y en a un qui s'appelle Gestion de patrimoine du chef d'entreprise, bon, référencement à internet, bon, un peu compliqué comme texte, mais vous avez une rubrique dossier. Et dans les dossiers, excusez-moi, mais je tire un peu à boulet rouge sur les mandats posthumes. Pourquoi? Parce que j'en parlerai des inconvénients des mandats à effet posthume. Le plus souvent, je les fais sauter. Intellectuellement, c'est intéressant. Mais dans la pratique, c'est pas bon. Alors, vous avez un dossier pour ça. Et je vous propose une pause. Et d'abord, de recueillir vos questions ou vos remarques sur le rythme de la formation, les points à améliorer. Tout se passe bien? Très bien. Tout est clair? Oui, pour l'instant. Bon, alors on se revoit dans 10 minutes? Vous restez connectés. Des questions? Okay. Je prends les questions, hein, si vous en avez. Alors, pour la suite, je peux, si vous avez un cas pratique, vous pouvez déjà l'exposer pour que je puisse le traiter ultérieurement, hein. Et ou alors, on embraye sur l'engagement collectif de conservation. Mais si on peut alterner exemples pratiques qui viennent de vous et le cours, je le prends. À tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Vous avez combien de temps la pause, hein? 10 minutes. Restez connectés. Hein? Merci. Très bien. À tout à l'heure. Bon, allez, ça reste 10 minutes. Oui. C'est bon? 10 minutes.